Alors effectivement, c'est 17 h pile, donc on va pouvoir commencer pour cette présentation que nous avons intitulée «Où se cachent les financements?». Et pour ça, j'ai choisi comme image d'introduction une image de carte au trésor, parce que c'est vrai que quand on dit «Où se cachent les financements?», il y a aussi la notion de quelque chose de caché, qu'on a du mal à trouver, etc., un petit peu comme un trésor. L'autre particularité du financement, et c'est ce que j'ai appris un petit peu avec les années, parce que ça fait maintenant un peu plus d'une dizaine d'années que je suis dans ce domaine-là, c'est qu'il y a beaucoup plus de gens qui en parlent que de gens qui savent vraiment de quoi il s'agit. Et ça, c'est un petit peu pour tous les domaines d'activité, hein, il n'y a pas que dans le financement. Il y a beaucoup plus d'experts déclarés que d'experts avérés, on va dire. Donc par rapport à ça, en quelques minutes, puisque nous avons quelques minutes devant nous, on va essayer de dresser un panorama. Alors on ne va pas donner tous les détails du financement, malheureusement nous n'aurons pas le temps, mais donner quelques pistes de où on peut trouver du financement et surtout comment les autres se financent, parce que c'est aussi de voir qu'est-ce que les autres font et qu'est-ce qu'on pourrait faire pour notre projet. Alors effectivement, la première chose qu'on peut dire, c'est que l'évidence n'est pas toujours vérité, c'est-à-dire que souvent, quand on parle de financement, on nous parle toujours des mêmes choses, et ce qu'on s'aperçoit, c'est que nous ne voyons que la partie visible de l'iceberg quand on parle de financement, et toute la question, c'est de savoir quelle est la partie que nous n'avons pas encore découverte. Alors qu'est-ce qui se cache dans cette partie visible? La première chose, c'est effectivement, on parle beaucoup des banques. Les banques sont des acteurs incontournables du financement des entreprises, et de ça depuis très longtemps. Alors effectivement, ce qu'on s'aperçoit aussi et ce qui est dit autour de nous, c'est que les banques interviennent effectivement pour les entreprises, mais plutôt pour des entreprises de grande taille et plutôt pour des entreprises qu'on va qualifier de matures, c'est-à-dire des entreprises qui ont passé la phase de démarrage. Alors les banques, elles interviennent de différents moyens. Il y a la possibilité, des fois il y a des possibilités de leasing, mais il y a aussi des sociétés spécialisées qui font des leasings. Il y a aussi la possibilité d'avoir des prêts. Il y a la possibilité de faire de l'affacturage ou du factoring, c'est-à-dire que vous allez céder vos factures à un établissement financier. Vous avez accordé à votre client un délai de paiement à 30, 60 ou 90 jours, et puis vous allez dire à un établissement financier, je vous cède la facture, vous me donnez une bonne partie de cette facture de l'argent, une bonne partie de l'argent tout de suite, et puis le reste, vous me le donnerez quand mon client aura payé. La grosse problématique qui se pose aujourd'hui en Suisse, c'est que la Suisse n'a pas l'habitude de l'affacturage. Et c'est vrai que quand on fait de l'affacturage, l'organisme qui va récupérer votre facture va adresser une lettre à votre client en disant la société Alpha m'a laissé sa facture, donc vous devez me payer directement. Et votre client, qui est la société Alpha, va recevoir ce courrier en disant bah voilà, ils ont cédé ma facture, ça veut dire qu'ils ne pouvaient pas attendre le paiement, donc ça veut dire qu'ils ont des difficultés financières. Et ça, c'est le genre de choses qui se réunissent, qu'on communique beaucoup. C'est-à-dire qu'on va appeler le copain et puis on dit oh, c'est pas ce qui arrive, la société Alpha a des difficultés financières. Et en fait, ça va faire le tour de la place. Et un jour, vous allez être au marché à Plein Palais ou à Carouge. Puis il y a quelqu'un qui va venir, que vous avez croisé peut-être 2 fois, qui va venir vous taper sur l'épaule et puis qui dit oh, je suis désolé, j'ai su ce qui t'arrivait. Puis vous dites mais qu'est-ce qui m'arrive? Ah, j'ai su pour tes difficultés financières. Et en fait, vous comprenez à ce moment-là qu'en fait, tout le monde va se méfier de cette santé financière de votre entreprise et qu'en fait, ce qui était censé vous aider en termes de trésorerie va avoir l'effet inverse. Tous vos fournisseurs vont demander à être payés tout de suite parce qu'ils viennent d'apprendre que vous avez des difficultés financières. Donc c'est vrai que autant dans beaucoup d'autres pays qui nous entourent, c'est des habitudes et que tout le monde le fait, autant c'est vrai qu'en Suisse, on a un peu plus de mal. Est-ce que dans les prochaines années, on sera amené à plus l'utiliser? Ça serait malgré tout pas très bon signe parce que ça voudrait dire que nos entreprises souffrent financièrement. Voilà. Donc ça, c'est l'affacturage que peut-être tout le monde ne connaissait pas. Il y a aussi la ligne de crédit. Alors, la ligne de crédit, c'est la possibilité de descendre en dessous de zéro. Le banquier vous dit, bah voilà, votre autorisation ne s'arrête pas à zéro, elle peut descendre un petit peu en dessous. Alors pendant de nombreuses années, ils ont arrêté d'en faire sur les entreprises qui démarraient. Maintenant, on recommence un petit peu à en voir. Il y a notamment le Crédit Suisse qui fait au bout de 3 mois, vous pouvez avoir une ligne de crédit de 10 000 francs si votre dossier est accepté. Donc on s'aperçoit finalement que les banques ont quand même, se sont quand même posé la question, suite effectivement à ce qu'on a connu en 2000, 2001, 2002, se sont dit on a perdu beaucoup d'argent dans ces années-là, on va essayer de comprendre comment on fait pour éviter de perdre de l'argent. Et pour éviter de perdre de l'argent, la meilleure solution qu'ils ont trouvée, c'est de calculer le risque. Comment on fait pour calculer le risque? Eh bien, on essaie de tracer une courbe d'évolution de votre entreprise. Comment elle évolue, votre entreprise? Pour tracer une courbe, il faut différents points. Pour tracer une droite, il en faut 2. Pour tracer une courbe, il en faut plus que 2. Et plus on en a, mieux c'est.
Donc effectivement, plus vous avez des années d'antériorité, plus vous avez des bilans, comptes de pertes et profits à présenter, plus il y aura de points pour dresser la courbe et plus ça va rassurer dans l'évaluation du risque. Généralement, on va demander d'avoir au moins 3 points dans une banque et c'est ce qu'on appelle quand on vous dit vous devez nous fournir 3 exercices comptables révisés positifs. Ça veut dire que vous devez avoir 3 années d'activité minimum, que ces années doivent être terminées pour qu'elles puissent avoir été révisées par un réviseur officiel. Et puis, positif, ça veut dire que vous devez avoir fait des bénéfices. On va faire généralement la moyenne de vos bénéfices. Et puis on va dire, bah voilà, si vous avez gagné 10 par année en moyenne, on va vous prêter sur 5 ans 5 fois 10. Donc 50. Et la plupart du temps, les entrepreneurs, quand ils arrivent là, ils disent c'est sympa 50, mais ça suffit pas, moi il me faut 300 ou 400. Et donc ça permet, on s'aperçoit qu'il faut attendre quand même quelques années avant de pouvoir réellement rentrer dans les critères de risque des banques. Et c'est vrai que autant en tant qu'entrepreneur, il y a beaucoup d'entrepreneurs qui sont frustrés par ce comportement, autant beaucoup de clients remercient les banques de le faire parce qu'effectivement, on n'aime pas que les banques prennent des risques avec notre argent. Voilà, on aime bien que ce soit avec l'argent des autres et à notre profit, mais par contre avec notre argent c'est plus difficile. Donc effectivement ce qu'on s'aperçoit c'est que les banques essayent vraiment de calculer le risque, minimiser aussi le risque, aussi en partie parce que la marge sur les crédits est assez faible et la marge sur les produits est assez faible pour les banques. Donc à partir de ce moment-là, ce qu'on s'aperçoit c'est que dans la création d'entreprise, c'est assez difficile de faire appel à une solution de financement qui vient de la banque ou alors il faut avoir des biens à mettre en garantie. Donc ça peut être de l'argent, ça peut être des placements, ça peut être une maison si elle n'est pas totalement hypothéquée. Donc à partir de ce moment-là, vous allez mettre une garantie et là, ça va annuler le risque, enfin presque annuler le risque, ça va limiter le risque on va dire. Et à ce moment-là, le banquier dira bah, vous rentrez de nouveau dans des risques acceptables pour la banque, donc on peut faire quelque chose pour vous. Voilà. Donc effectivement, ce n'est pas forcément toujours la solution au démarrage. Alors à quoi on peut penser d'autre? Eh bien, il y a beaucoup de gens qui se disent aussi, bah, tiens, on a entendu parler dans les médias, à la télé, des business angels et des capital risqueurs. Alors ça, c'est assez intéressant. Maintenant, je n'ai pas choisi l'image au hasard. Je ne sais pas si certains d'entre vous les connaissent. Ils ne sont plus en activité, c'est pour ça que j'ai pu prendre la photo. Mais effectivement, s'ils étaient connus dans une émission de télévision à la télévision française, malheureusement, je n'ai pas trouvé l'équivalent suisse, pour être des critiques assez acerbes. Donc on va dire qu'effectivement souvent les business angels, les capital risqueurs ont un point de vue très critique sur les projets et c'est vrai que pour un porteur de projet il faut accepter la critique, être capable d'accepter qu'on remette votre projet en cause et surtout d'accepter qu'il y a énormément de candidats et très peu d'élus. Ça veut dire que la concurrence va être rude et qu'en face de vous, vous avez des gens qui n'ont pas forcément non plus envie de jouer avec l'argent, mais envie réellement d'avoir des garanties aussi sur le fait qu'ils puissent récupérer leur argent et si possible avec une plus-value. Alors la plus-value, elle varie en fonction de la motivation des entrepreneurs et aussi en fonction, suivant votre motivation, vous allez avoir une activité qui est très lucrative ou pas trop lucrative. C'est aussi une question de philosophie d'entreprise. Puis de l'autre côté, vous allez avoir des investisseurs qui ont aussi leur propre philosophie et leurs propres objectifs de rendement. Donc pour les capitaux risqueurs, c'est généralement assez standard. On est sur des choses qui oscillent entre 25 et 35% annuels. Donc ça veut dire qu'il doit y avoir une rentabilité sur l'investissement de 25 à 35%. Ça permet quoi? Ça permet de rémunérer l'argent qui a été confié au capital risqueur un petit peu au-dessus de la rémunération que l'investisseur aurait pu avoir en bourse. Et puis de l'autre côté, ça permet aussi d'éponger là où ils ont fait des pertes parce que ça n'a pas marché à tous les coups. Donc on dit souvent pour les capital risqueurs qu'ils ont sur 10 projets, il y en a 2 sur lesquels ils vont bien gagner leur vie et ils vont vraiment faire ce qu'ils attendent en termes de rendement. Il y en a 5 qui vont 4 à 5 qui vont à peu près tourner où ils vont récupérer ce qu'ils ont mis. Et il y en a 2 ou 3 qui vont disparaître et où ils vont tout perdre. Donc à partir de ce moment-là, il y a une recherche d'équilibre et ce qu'on dit tout le temps, c'est que la rémunération de l'investissement doit être proportionnelle au risque pris par les investisseurs. Donc à partir de là, effectivement, ils vont avoir un point de vue très critique, ils vont vraiment chercher des projets exceptionnels parce que c'est un projet exceptionnel qui rapporte une rentabilité de 25 à 35% par année parce que c'est très élevé. Donc on veut vraiment trouver des projets qui ont un fort capital de développement, qui vont vraiment obtenir un vrai succès sur le marché. Alors, cet objectif et ces acteurs classiques, ce qu'on dit aussi souvent, parce qu'on s'aperçoit que les banques ont reculé sur le marché de l'investissement et financent beaucoup plus tard, on s'aperçoit que petit à petit les business angels le font aussi, c'est-à-dire que de plus en plus,
des groupes de business angels s'orientent plutôt sur du financement de reprise d'entreprise ou de développement d'entreprise plutôt que de création. Alors la question c'est pourquoi? Tout simplement ça correspond à la définition du financement classique. Le financement classique il a pour objectif de soutenir le développement d'une entreprise en lui permettant de favoriser le développement de son patrimoine et de ses ressources, donc le développement de la valeur de l'entreprise par l'augmentation de sa capacité à la générer. Ça veut dire qu'on va vous mettre à disposition de l'argent pour que vous puissiez investir cet argent et que le résultat de l'investissement fasse que ce soit que vous gagnez beaucoup plus votre vie. Et avec ce que vous allez gagner en plus, il faut qu'il y ait en tout cas au moins de quoi rembourser ou de payer votre investisseur. Et l'objectif c'est que ce soit beaucoup plus pour que ça vous permette aussi vous de mieux vivre et de mieux développer votre entreprise. Donc effectivement c'est quelque chose qu'il ne faut jamais oublier, c'est de se dire voilà, c'est surtout le développement et on le rencontre dans tout un tas de domaines d'activité. Je discute aussi avec des gens qui sont en recherche d'emploi et les jeunes me disent la même chose. Ils disent ouais mais nous les jeunes quand on cherche du boulot c'est comme les entrepreneurs quand ils cherchent du financement. On leur dit faites vos preuves, montrez-nous votre expérience et après on vous financera ou après pour les chercheurs d'emploi on vous embauchera. Effectivement on est dans la même démarche. C'est-à-dire que c'est très difficile pour quelqu'un de dire je vais financer son apprentissage. Et ça, on le voit aussi dans les problématiques d'emploi, et c'est vraiment de manière importante. C'est-à-dire que c'est un vrai investissement. Vous créez votre entreprise, c'est pas 100% votre domaine d'activité, vous n'avez pas d'expérience dans ce domaine d'activité. Combien va coûter votre apprentissage? Quelles sont les erreurs que vous allez faire parce que vous ne connaissez pas le métier? Quelles seront leurs conséquences financières? J'ai rencontré quelqu'un il y a quelques temps, ça a coûté 700 000 francs son apprentissage. 700 000 francs d'apprentissage, ça fait quand même un petit peu cher. Après, quand il va falloir le rentabiliser, ça va quand même être compliqué. Donc effectivement, lui, il l'a financé lui-même avec de l'argent qu'il avait, des amis, son deuxième pilier, etc., etc., etc. En attendant, j'espère pour lui que son apprentissage est terminé. Parce que si l'apprentissage continue et qu'il faut encore remettre 200 000 francs pour l'apprentissage, on n'a toujours pas financé le développement de l'entreprise, on en est encore à financer l'apprentissage. Donc parfois, c'est des situations qui sont assez complexes. Et pour l'investisseur qui rencontre un entrepreneur, il se dit toujours, mais où il en est dans son apprentissage? La valeur de son apprentissage ou le coût de son apprentissage qui reste à faire, ça coûte combien? Parce que 50 000, je suis d'accord, 100 000 un peu moins, 200 000 plus du tout, puis 400 000, là, c'est hors de question qu'on rentre en matière. Donc effectivement, dans cette question-là, la première chose que vous devez démontrer, c'est vraiment que vous êtes des professionnels du domaine et que vous n'avez plus d'apprentissage à faire financer par les investisseurs. Et ça, c'est aussi particulièrement important. Alors je vous le disais, souvent on essaye de mettre en opposition les profits et les pertes. Qu'est-ce que je risque de perdre? Qu'est-ce que je risque de gagner? Est-ce que vraiment ça vaut le coup ou pas? Typiquement le principe de la loterie, on joue peu, on peut gagner beaucoup, mais on a peu de chances de gagner. Donc c'est effectivement cet équilibre qu'on va rechercher. Si ça vous coûtait très cher et que vous aviez peu de chances de gagner, il y aurait beaucoup moins de joueurs. Donc c'est effectivement dans cette démarche-là qu'on se trouve aussi au niveau de l'investissement. Pourquoi les gens ont peur de la création d'entreprise au niveau du financement? Tout simplement parce que les statistiques ne plaident pas en faveur des entreprises qui se créent. Il y a 50% des entreprises qui passent le cap des 5 ans. D'où vient cette statistique? Elle vient tout simplement du SECO. C'est basé sur le registre du commerce. Au bout de 5 ans, il y a 50% des entreprises qui ont été radiées du registre du commerce. Alors, quand vous êtes radié dans les 5 premières années, c'est pas forcément que votre activité s'est arrêtée. Vous pouvez l'avoir transformée, donc ça fausse un petit peu la statistique. Mais par contre, dans l'autre sens, au bout de 5 ans, ce qu'on s'aperçoit aussi, c'est qu'il y a des entreprises qui sont toujours inscrites au registre du commerce et où il ne se passe plus grand-chose. C'est-à-dire que la maison est toujours là, mais il n'y a plus l'électricité, il n'y a plus l'eau, il n'y a plus rien dedans. Donc à partir de ce moment-là, effectivement, certains conservent des coquilles vides parce qu'ils se disent je vais peut-être redémarrer plus tard et puis ça m'évitera de payer les frais de notaire. Parce que ça, c'est quelque chose qui passe mal chez les entrepreneurs. Ils se disent ça coûte cher le notaire quand on crée l'entreprise. Mais c'est pas que le notaire, c'est aussi toutes les taxes qui sont associées. Donc à partir de là, effectivement, on se dit j'ai payé une fois, je vais pas repayer 2 fois, je la mets en sommeil pendant quelques années et je la reprendrai plus tard. Sauf que pendant ce temps-là, votre entreprise, elle ne vit pas, elle est juste dans un espèce de coma dans lequel vous l'avez plongée. Donc effectivement, la statistique n'est pas tout à fait juste, mais je pense qu'elle est proche de la réalité parce que les deux distorsions de la statistique s'équilibrent. Ensuite, autre point, 20% des startups passent le cap des 3 ans. Alors pourquoi les startups ont généralement, statistiquement en tout cas, moins de chances de réussir que les autres entreprises? Tout simplement parce que dans le principe de la startup, c'est une entreprise technologique à fort potentiel de développement. Et comme elle est technologique, ça veut dire que les investissements commencent très tôt et les investissements commencent avant la mise sur le marché. Donc l'augmentation du risque sur les startups, c'est tout simplement que quand on commence à financer, on ne sait pas encore si l'entreprise va sortir un produit qui sera vendable. On ne sait même pas si le produit il pourra être finalisé.
Il y a des entreprises, ça fait 10 ans que le produit n'est toujours pas finalisé. Donc on commence à se poser des questions. On se dit, est-ce qu'ils vont arriver un jour ou pas? Et c'est vrai que c'est toute la question, c'est ce qui augmente. Plus on arrive tard, plus on augmente ses chances de retrouver son investissement. Donc si on commence à financer au stade de l'idée, c'est très 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 risqué. Si on commence à financer au stade du prototype, on s'aperçoit qu'on a 80% de chances de perdre son argent, statistiquement. Si on intervient au moment où l'entreprise s'est créée, où elle commence finalement à discuter avec les clients et les fournisseurs, on est à une chance sur deux de revoir son argent. Et si on a passé le cap des 3 ans, on est à 8 chances sur 10 de revoir son argent. Et après, si on passe le cap des 5 ans, on est à plus de 9 sur 10. Donc on s'aperçoit effectivement que les gens ont tendance à reculer leur investissement et se dire on va laisser passer la zone de risque. Alors, dans cette zone, et de toute façon pour trouver un financement, ce qu'il faut vous dire, c'est qu'il y a une vraie nécessité d'innover. Si vous arrivez sans innovation, vous n'arriverez a priori à convaincre personne. Ou alors quelqu'un qui vient d'arriver dans le domaine. Et la plupart du temps, ce qu'on s'aperçoit, c'est que des entrepreneurs disent « mais moi, j'avais rien d'innovant. Quand je suis arrivé, l'investisseur, il m'a regardé. Au départ, il me regardait des pieds à la tête un peu bizarrement. Et puis, à un moment donné, son regard s'est éclairé. Et là, j'ai compris que c'était bon. » Qu'est-ce qui a fait que le regard de l'investisseur s'est éclairé? Tout simplement, c'est que l'investisseur, il a compris où était l'innovation. Alors que l'entrepreneur n'en est pas forcément conscient. Donc effectivement, il y a une vraie nécessité de se différencier de la concurrence. Aujourd'hui, si vous voulez acheter un écran comme ça, votre problème n'est pas de trouver où ça s'achète et de savoir s'il y en a un qui est disponible sur Genève. Votre vrai problème, c'est dans le magasin, c'est de choisir parmi les 54 modèles. Et votre client va se retrouver dans la même démarche. Il va avoir plein d'offres, il va avoir plein de commerciaux qui l'appellent pour lui vendre tout un tas de produits, tout un tas de services. Et puis il va se dire, mais finalement, lequel je vais choisir? Et il va choisir en fonction d'une particularité de votre offre. Et cette particularité, c'est votre source de différenciation. C'est ce qu'on va appeler votre innovation. Innovation au sens large, qui n'est pas forcément technologique. Et cette définition, c'est la règle des 3 A. Autre chose, ailleurs, autrement. C'est une définition qui est une version simplifiée de la définition de Schumpeter qui avait été faite dans les années 10-20, je crois, 1910-1920, et qui explique justement que l'innovation n'est pas forcément technologique. Ça peut être une innovation de produit, ça peut être une innovation de processus, ça peut être une innovation sur qui sont les clients, quelle est la distribution, ça peut être tout un tas de choses. Alors finalement, on a parlé de la face visible de l'iceberg, maintenant quelle est la face cachée? Et bien cette face cachée, la première chose, c'est que d'après les informations qui circulent, les premiers à financer la création d'entreprise, c'est les proches. Voilà. Alors on va mettre dans la même catégorie les proches et les mécènes parce qu'ils ont une caractéristique similaire, c'est que pour vous, ça va être un petit peu associé au Père Noël. Et leur mode d'intervention, c'est quoi? C'est tout simplement les prêts d'honneur. Donc c'est des prêts où il n'y a pas de garantie en face. Vous vous engagez, vous dites voilà, je vais faire le maximum pour te rembourser, je vais faire tout ce que je peux pour arriver à ce que tu puisses gagner un petit peu quelque chose et que je puisse te remercier de m'avoir aidé et qu'il y ait un intérêt. Mais il y a aussi tout ce qui est mis à disposition et ça c'est de plus en plus le cas. Il y a beaucoup d'entrepreneurs qui disent j'ose pas demander de l'argent à mes proches. Par contre, leur dire, ben voilà, pour ma salle de réception, est-ce que tu pourrais me filer ton canapé que tu vas changer, parce que j'ai vu que tu en regardais un dans le catalogue, etc. Ça se fait de plus en plus. De plus en plus, les entrepreneurs font appel à la récup. Et ça change très concrètement les choses. J'ai eu la possibilité, il y a quelques années, de suivre 2 entrepreneurs qui avaient le même projet simultanément. Les 2 voulaient créer un atelier d'horlogerie. D'accord ? Il y en a un qui a acheté tout sur catalogue. Donc typiquement, il avait besoin de 7 établis d'horloger, prix catalogue 3 000 francs. 7 x 3, 21 000 francs. De l'autre côté, vous avez l'autre qui a dit moi je vais aller chez Rolex parce qu'ils ont des établis en bon état qui revendent. Et il les a achetés 200 francs pièce. 7 x 200, 1400 francs. D'un côté, on a quelqu'un qui a déposé 21 000 francs, de l'autre côté 1400 francs. Et le résultat, très franchement, il faut vraiment regarder de près pour voir la différence. Et en tout cas, en termes de productivité, ça n'a eu absolument aucun impact. Donc, ce que je suis en train de vous dire, c'est que dans le financement de la création d'entreprise aujourd'hui, on n'est pas en train de dire aux entrepreneurs, allez chercher dans les poubelles s'il n'y a pas des trucs pourris à récupérer. Ce n'est pas du tout le cas. C'est aller chercher les trésors dont les entreprises sont prêtes à se séparer. Typiquement, vous pouvez aussi vous dire qu'il y a certaines entreprises qui ont des nécessités technologiques beaucoup plus importantes. Entre un ordinateur qui n'est plus intéressant en termes de capacité pour le CERN et votre problématique personnelle, je peux vous dire que même ceux qu'ils ont achetés il y a 10 ans, c'est peut-être des bêtes de compétition par rapport à ce que vous pouvez acheter dans le commerce aujourd'hui. Donc il y a toutes ces astuces qui font qu'on va essayer dans un premier temps déjà de dépenser moins, de récupérer, de se faire prêter des choses et de développer son activité comme ça.
L'autre chose, c'est effectivement les prêts d'honneur. Ce que je dis toujours, c'est dans le prêt d'honneur, essayez toujours que la personne ne vous prête pas de l'argent pour votre lien affectif que vous avez ensemble, mais qu'elle vous prête de l'argent parce qu'elle est intéressée par le projet, parce qu'elle est persuadée que vous êtes la bonne personne pour faire réussir ce projet. Ne me prête pas de l'argent pour me faire plaisir parce que tu m'apprécies ou parce que tu m'aimes. Prête-moi de l'argent si tu es convaincu par le projet. Et surtout, dis-toi bien que si je ne peux pas te rendre cet argent parce que je n'aurais pas réussi, je vais porter ça comme fardeau toute ma vie. Donc je ne te demande pas de me faire un plaisir maintenant pour me faire porter un fardeau plus tard. Je veux que tu me soutiennes si tu es persuadé que je vais réussir. Et à ce moment-là, si les gens sont persuadés que vous allez réussir, aussi, dans cette conviction-là, ils vont avoir tendance à vous soutenir dans cette réussite, parce qu'ils vont dire, zut, il faut quand même que je l'aide, parce que moi j'y croyais, hein, il faut qu'il y arrive, parce que moi j'ai parié dessus. C'est moi qui ai dit que je veux y aller. Donc effectivement, c'est hyper important. Ce que je dis toujours aux entrepreneurs, c'est, je ne connais autour de moi aucun entrepreneur qui a réussi totalement seul. Donc n'hésitez pas à vous faire aider, n'hésitez pas aussi à demander à vous faire aider. Autre possibilité, effectivement, les clients et les fournisseurs, c'est quelque chose qui est très important dans le domaine de la création d'entreprise et souvent sous-évalué. C'est effectivement pour les clients les avancées à compte. La plupart du temps, les gens me disent « Qu'est-ce que vous me conseillez de faire comme étude de marché ?» Je leur dis « Moi, la seule étude de marché que j'accepte, c'est vous allez chez les clients avec des bons de commande et tous ceux qui ont signé le bon de commande et qui ont versé un acompte, on peut dire que potentiellement, ils seront réellement vos clients. » Voilà. Ne vous fiez pas dans les études de marché à des déclarations d'intention. Surtout qu'en plus, la plupart du temps, le créateur d'entreprise, il a envie que ça marche, il a envie que l'étude de marché soit positive. Donc il dit, comme question, le type de question qu'il peut poser, je caricature à peine, c'est « Je vais sortir un produit extraordinaire dont vous aurez absolument besoin pour vous sortir d'une problématique vitale. Est-ce que vous seriez prêt à l'acheter potentiellement ?» Et là, celui qui dit non, je ne comprends pas. On vous explique qu'il y a un truc qui va sauver votre vie et que vous ne pourrez pas survivre sans, comment vous pouvez dire non? Maintenant, est-ce que le jour où il faudra sortir le porte-monnaie et puis mettre l'argent sur la table, est-ce que vous le ferez? Ça, par contre, j'ai quelques doutes. Donc effectivement, ce qui est important, c'est de dire aux gens, engagez-vous, donnez une vraie preuve d'engagement, c'est particulièrement important. Autre point, les fournisseurs, délais de paiement. Alors le fournisseur, tout le monde ne fait pas des délais de paiement et puis il y a des entrepreneurs qui disent « Ouais, mais dans notre domaine d'activité, ça ne se fait pas. » Ça ne se fait pas, mais ça se demande. Vous ne perdez rien à demander. Alors c'est pas juste, je vais être client chez vous, donc faites-moi une facilité de crédit. C'est bonjour monsieur, voilà mon projet, voilà comment je pense développer mon entreprise. Je souhaiterais qu'on soit partenaire sur le long terme. Est-ce que vous êtes d'accord de commencer par me donner quelques facilités de paiement? Et voilà ce que je vous propose, comment je vous propose de vous renvoyer l'ascenseur. C'est aussi très important. L'entrepreneur ne doit pas avoir la mémoire courte. C'est pas aujourd'hui vous m'avez aidé, merci monsieur, demain je vais tout oublier, je vais aller chez votre concurrent. Il y a une notion de vous m'avez rendu service, vous m'avez permis de me lancer, donc moi je vais vous aider après par la suite et je vais vous redonner ce que vous m'avez donné. Il y a vraiment une notion de troc dans le domaine de l'entrepreneuriat. Autre chose, les autres entreprises. On peut faire plein de choses avec les autres entreprises. On peut faire notamment du sponsoring. Vous étiez très intéressé à présenter votre projet et votre produit à des entrepreneurs. Vous n'aviez peut-être pas les moyens de vous payer un stand, mais peut-être qu'à deux entreprises regroupées, vous auriez pu le faire le stand ensemble. Ou alors vous auriez pu dire, voilà, sur les deux côtés de mon stand, il y a un stand, il y a un côté, ça sera mon visuel, et puis sur l'autre, je vais le découper en 9 carrés, et puis je vais avoir 9 personnes qui vont me donner des petits flyers que je vais mettre et puis ils vont payer pour mettre le flyer peut-être 100 francs chacun et ça va me permettre de financer une partie du stand. Donc c'est toutes ces choses-là. Le sponsoring, on en a beaucoup entendu parler pour les événements sportifs, dans l'associatif, etc. Ce que j'ai pratiqué, mais effectivement il ne faut pas oublier que pour l'entreprise ça marche aussi. Deuxième point, les contre-affaires. Vous avez souvent la problématique de ce qu'on appelle le syndrome du rat de laboratoire. C'est-à-dire que vos clients aimeraient bien être les deuxièmes clients ou les troisièmes clients, mais pas le premier. Ils aimeraient bien que vous testiez votre produit sur quelqu'un d'autre. Et puis s'il survit, vous pourrez venir chez nous. Voilà, c'est un peu le principe du saut à l'élastique. Quand vous arrivez, c'est rare que les gens se battent pour sauter en premier. On préfère être le deuxième ou le troisième. Comme ça, si jamais le premier ça marche pas, on a toujours le temps de dire moi j'y vais pas. C'est sympa, mais ça n'a pas l'air bien de nos points votre truc. Donc à partir de là, effectivement, dans la contre-affaire, on va trouver des gens qui ont les mêmes problématiques, c'est-à-dire qui cherchent aussi un premier client. Et on va dire, voilà, on va faire un échange de produits. Moi, je te pose ton revêtement de sol, toi, tu me fais ma comptabilité. Et puis comme ça, on aura notre première expérience de client réussie, on aura notre première référence et on pourra aller démarcher les autres. Ensuite, le dernier point, c'est le regroupement.
On dit souvent, quand on achète en grande quantité, on peut plus négocier des rabais que quand on achète en petite quantité. Donc effectivement, avec les autres entreprises, on peut aussi imaginer de s'associer, de dire aux voisins, tiens, j'ai vu que vous commandiez du papier, vous avez quel prix, moi j'ai tel prix, si on commande ensemble, est-ce qu'on arrive à payer un petit peu moins cher? Donc effectivement, on va essayer de discuter avec les gens. L'objectif n'est pas de fermer la porte et puis de dire, ah non, c'est le voisin, je lui parle pas, mais justement d'aller vers les gens, de discuter avec eux, et puis d'essayer de trouver des intérêts communs pour arriver à avoir une bonne dynamique et surtout pouvoir faire des économies. Après, il y a effectivement le dernier point, c'est aussi les soutiens publics. Je suis assez frappé de voir que de nombreux entrepreneurs ne se posent même pas la question quels sont les soutiens publics. Ah non, c'est du public, le public ne comprend rien de l'entrepreneuriat, donc on ne va pas y aller. Et pourtant, il y a tout un tas de choses qui existent. Je vous ai mis la première page ou la couverture d'un guide qui est édité par le canton de Genève, qui recense tous les organismes. Et après, il y a une personne au canton de Genève qui est spécialisée, qui peut vous recevoir, puis vous lui dites, voilà ce que j'ai besoin, et c'est son travail de vous dire, c'est cet organisme-là qui répond à vos besoins, qui peut vous trouver des solutions, et puis vous pouvez aller présenter votre projet. C'est toujours assez intéressant, même si ça ne vous permet pas d'obtenir l'aide que vous attendez, le fait de confronter votre projet à des gens qui voient passer 10-15 projets par jour dans certains organismes, ça aussi vous permet d'avoir un feedback. Alors le feedback, c'est toujours un peu compliqué parce que le retour, des fois il y a des critiques ou des fois il y a des questions qui sont un petit peu gênantes, mais pourtant c'est comme ça que votre projet va se construire. Il y a quelqu'un qui disait, l'idée d'un projet ne résiste jamais à la confrontation avec le premier client. Et c'est aussi important, c'est un entrepreneur de la Silicon Valley qui a l'habitude de dire ça, et je pense qu'il a raison, c'est important de se confronter aux clients. Moi, ce qui me fait toujours peur, c'est les entrepreneurs qui viennent et qui me disent « j'ai fait mon entreprise parce que j'aurais voulu être le client de mon entreprise ». Mais quelque part, ça me fait peur parce qu'en fait, vous êtes en train de m'expliquer que vous allez ouvrir un bistrot et que vous serez le seul à boire des verres dans votre bistrot. Donc c'est comme ça que déjà, on commence à avoir des problèmes de santé. Pour ne pas dire d'alcoolisme, et puis en plus c'est vous qui mettez l'argent dans la caisse, donc vous n'êtes pas en train de vous enrichir, c'est vous qui vous prenez de l'argent dans la caisse pour le mettre dans votre poche et vous le remettez dans la caisse. Donc c'est en circuit fermé, il n'y a personne qui a fait fortune comme ça. Donc effectivement, l'objectif, ça va être de se dire, j'ai une idée, je sais comment je vais organiser mon entreprise, maintenant je vais le faire pour mes clients. Et mon objectif premier, ça va être de satisfaire les clients. Et moi, quand j'étais entrepreneur, vraiment ma satisfaction, c'était voir c'est pas forcément d'avoir le sourire moi, c'était que mes collaborateurs aient le sourire et que mes clients aient le sourire. Parce que tant que les deux catégories avaient le sourire, je savais que mes affaires étaient souriantes. Et quand il y en avait un qui commençait à faire la tête, je savais que les chiffres allaient après tomber. Donc c'est particulièrement important. Il y a 3 niveaux d'action au niveau des soutiens publics. Il y a le niveau de la confédération, le niveau du canton et le niveau des communes. Le niveau des communes est en train de se développer assez massivement ces 2 dernières années. Et je pense que ça va continuer sur les prochaines années. Le principe de la confédération, c'est d'identifier des entreprises qui vont porter les couleurs suisses par-delà les frontières. On dit souvent que ces entreprises-là, c'est les futurs Logitech. Donc on veut des entreprises qui vont exporter, qui seront reconnues pour la technologie, où tout le monde dira « Waouh, ça c'est fait en Suisse, c'est magnifique ». Donc ça, c'est vraiment le travail de la confédération. Au niveau du canton, on cherche vraiment à avoir des entreprises qui vont porter l'économie au niveau cantonal. C'est aussi des gens qui vont créer pas mal d'emplois, qui vont porter aussi le canton en termes d'emploi. Et au niveau des communes, chaque commune est souvent un cas particulier. Chaque commune peut avoir des problématiques différentes. Dans certaines, c'est de diversifier les activités parce qu'il n'y a que 2 activités qui sont représentées sur la commune en termes de secteur d'activité. Et puis dans d'autres, c'est de dire, nous on aimerait bien densifier telle partie, il y a des nouvelles constructions à tel endroit, on aimerait bien qu'il y ait des petits commerces parce que sinon on va avoir du mal à créer une vie de village. Donc c'est toutes ces choses-là que les communes doivent travailler et aussi les communes cherchent à maintenir les emplois sur leur sol. Alors une petite étude que j'aime beaucoup moi, qui est sortie il y a quelques années mais elle n'a pas encore été rééditée, c'est une étude qui date de 2006. On avait posé la question à des étudiants qui avaient finalisé leur business plan, comment il est prévu que vous vous financiez dans votre business plan et comment quelques mois plus tard ça a été réellement fait. Qu'est-ce que vous avez obtenu comme fonds? Et puis on s'aperçoit, les chiffres sont assez éloquents, ils pensaient financer avec des fonds propres à hauteur de 39,2%. Finalement, ça a été 72,5%. Le crédit bancaire, ils attendaient pratiquement 20%, ils ont eu à peu près 5%. Capital de la famille et des amis, 17,7%, ils sont à 18,1%, donc ça c'était très proche. On sait bien ce qu'on peut aller chercher autour de nous. Ensuite, il y avait les fonds propres d'investisseurs externes, par exemple les business angels ou capital risqueurs. Ils estimaient un peu plus de 10%, ça a été un peu plus de 1%. Au niveau des soutiens de fondations et organismes publics, on pensait que ça allait couvrir 8%, ça a été en fait 2%. Et puis enfin, prix et concours d'idées et de business plan, il y en a 5% qui pensaient gagner ces concours, et puis en fait ça n'a été que 1%.
Donc effectivement, on surestime toujours un petit peu notre capacité à gagner des concours, à arriver les premiers et d'être le projet coup de cœur des business angels. Néanmoins, ce qu'on s'aperçoit, c'est qu'en 2006, voilà la réalité du financement pour ces projets-là. Alors après, qu'est-ce qui a évolué depuis 2006 ? Je n'ai pas les chiffres, mais je peux vous dire que pour moi, la tendance, c'est un recul de la partie des financements bancaires, puisqu'il y a eu la mise en application des accords BAL 2 et BAL 3 qui font qu'on limite le risque, donc on n'a pas pu autant financer que ça les entreprises. Et puis après, la deuxième chose, c'est effectivement une augmentation des fonds publics qui ont compensé le recul des banques. Une autre étude qui est beaucoup plus récente, c'est une étude qui a été faite en 2011 sur des microcrédits. Donc c'est des gens qui avaient besoin de moins de 30 000 francs pour compléter le financement de leur entreprise. Et là, vous avez les chiffres, effectivement. 27% c'était des dons, 23% ont obtenu des prêts de la famille et des amis, 5% des prêts d'autres individus, 11% ont utilisé des accords de crédit avec les fournisseurs, 10% ont utilisé une carte de crédit pour échelonner les paiements. Attention, ça coûte très cher quand même. Et puis 6% ont eu des prêts auprès d'institutions étatiques, 3% ont eu des prêts auprès d'organisations non gouvernementales. Donc ça donne un petit peu aussi un état des lieux au niveau du financement et réellement comment les gens se financent. Alors là, on ne voit pas tellement les clients, mais je pense que les clients sont largement sous-évalués. Comment vous allez faire pour convaincre les investisseurs ? Ça se passe en 2 étapes. Il y a le plan d'affaires et puis la présentation orale. Alors le plan d'affaires, c'est assez simple. Tout tourne autour de votre facteur différenciateur et comment vous allez être capable de le mettre en valeur. Moi je dis toujours c'est le diamant de l'entrepreneur. Il doit d'abord commencer par le tailler pour que les gens n'aient pas l'impression que c'est un espèce de bout de verre, mais que ce soit vraiment un brillant, quelque chose dont on reconnaît la valeur. Et ensuite, le reste de l'entreprise et l'organisation va être l'écrin de ce diamant qui doit lui permettre de scintiller de mille feux. Ensuite, l'objectif du business plan, pour moi il est simple, c'est de démontrer que le projet est réaliste, donc économiquement viable et potentiellement avec succès. Réaliste, ça veut dire que vous arrivez à lancer l'entreprise. Économiquement viable, ça veut dire que vous arrivez à un moment donné à dépenser pas plus que vous gagnez. Et puis potentiellement un succès, c'est que vous arrivez à gagner même un peu plus que ce que vous dépensez et que ça vous permet de constituer un petit matelas qui sera le bienvenu en cas de coup dur. Voilà, et c'est déjà pas mal. Pour réussir votre présentation, je vous engage, j'ai un problème d'affichage, mais je vous engage à suivre une méthode qui a été initiée par Guy Kawasaki qui dit que si vous avez 20 minutes, vous allez faire 10 diapositives, vous allez avoir 30 de points de taille minimum de la police, et puis surtout, vous avez 0 feuille. Donc ça veut dire que moi je déconseille tout le temps de présenter son projet en s'aidant avec un petit papier qu'on va lire, où on a des choses qu'on doit se rappeler. Non. Ce que veut l'investisseur, c'est que vous lui transmettiez quelque chose, que vous lui donniez un impact. Et vous donnerez de l'impact à votre présentation, pas en lisant quelque chose, mais vraiment en vivant votre présentation. Ce que dit Guy Kawasaki, c'est qu'il y a 2 possibilités. Soit c'est vos tripes et vous avez besoin de personne pour les mettre sur la table, soit c'est pas votre projet et allez me chercher la personne dont c'est le projet parce qu'il en parlera beaucoup mieux que vous. Donc effectivement, ça fait partie des enjeux. Sur quoi on se base ou sur quoi se baser, c'est souvent les premières impressions, la lecture du business plan, la cohérence des informations, la présentation orale, la pertinence de l'argumentation, aussi l'impression générale et la congruence. On se pose souvent la question, est-ce que vraiment c'est cette personne que je vois dans cette activité-là ? Une partie du challenge est gagnée si quand on arrive, on dit vous êtes dans tel métier. Et là, effectivement, que ce soit pour les investisseurs ou les clients, sachez que la moitié du travail est fait. C'est particulièrement important. Je dis toujours, j'ai un ami qui est super compétent dans son métier, mais il n'a pas le physique de son métier. Et il a vendu toujours de manière très complexe et à des acteurs très haut de gamme ou des très grands comptes. Parce que ces gens-là prennent le temps de dépasser juste la première image qu'on a. Sur les particuliers, il n'a jamais vendu un seul mandat. Voilà. Tout juste parce que il n'a pas le physique de l'emploi. Voilà. J'ai essayé de vous donner quelques pistes. Ça n'a pas été dans le détail, comme vous pouviez vous en douter, mais ça vous donne quelques orientations et ça vous donne quelques idées sur comment se financent ces entreprises aujourd'hui. Nous arrivons au terme du temps. Il me reste 1 seconde et c'est fini. Voilà. Merci beaucoup et bonne suite dans mon affaire.